Et mes plus sincères salutations à toi qui viens de rejoindre ce deuxième pot cassé pour m'entendre déblatérer à propos des portes de l'évolution. Un sujet qui sera vague, sur lequel je vais me pencher aujourd'hui, mardi 25 juin 2024, un peu plus d'un an après que Elon Musk ait été approuvé par la FDA, la Food and Drug Administration, aux États-Unis. Celui-ci, Elon Musk, ayant reçu l'aval pour implanter des puces dans le cerveau d'humains, non plus seulement de chimpanzés, comme c'était le cas avant, mais d'humains. Ceci étant, il faut aussi savoir que depuis 2019, une compagnie en Australie qui se nomme Synchron, qui est sous l'égide en bonne partie de Monsieur Jeff Bezos ainsi que de Monsieur Bill Gates, œuvre en Australie afin d'implanter également ces fameuses micropuces. Alors avec ces fameuses micropuces, qui dans un premier temps ont le fameux prétexte de servir la science, car réparant la moelle épinière, permettant à des personnes de recouvrer des habiletés qu'ils ou elles avaient perdues. Ce sont ces avancées qui sont mises de l'avant, qui sont les prétextes pour mettre ces technologies en branle. Et là, il s'agit d'une évolution sans être trop archaïque, je le pense, qui sont assez inquiétantes, dangereuses, excluant encore une vaste frange de la population qui, elle, n'a pas son mot à dire par rapport à cette évolution à marche forcée qui est guidée par des transhumanistes comme Elon Musk, Jeff Bezos, Peter Thiel et d'autres. Alors on se retrouve avec des individus, surtout des hommes, qui acquièrent une telle puissance que cela en devient dérisoire, risible, presque. Plus puissant que des États, plus puissant que des nations parfois, quand on réalise que ce n'est seulement que par un seul objet que ces individus ont acquis tant de puissance, cela fait tourner la tête. Et cela mérite un instant pour prendre le temps de réfléchir à ça. Pourquoi l'argent nous mène-t-il autant en bateau à nous pousser les uns et les unes contre les autres pour la compétition, pour se faire valoir, alors qu'intrinsèquement, personne n'a de valeur supérieure à une autre. Bien sûr, il y a des inégalités parmi la génétique qui sont renforcées par la société en créant des comportements psychopathes. C'est justement ces comportements psychopathes, sociopathes, qui peuvent nuire à l'évolution d'une société que l'on pourrait considérer saine. D'un autre côté, tout est cyclique. Ce qui était en haut finit par descendre en bas, pléonasme, car on ne descend pas en haut. Ce qui était en haut finit par descendre, ce qui était en bas finit par monter. Cela ne paraît peut-être pas aussi évident qu'un lien de cause à effet, qui produirait en permanence la même réaction chimique ou autre. C'est sûr qu'en politique, en histoire, on prend davantage de chance dans un sens. C'est plus hypothétique. Qui sait ce qui arrivera demain? Personne. On ne peut seulement que tracer les grandes lignes. Et encore là, c'est très hasardeux. Mais admettons qu'en France, ce que l'on considère être des extrêmes
autant à droite qu'à gauche, sans vraiment prendre le temps de différencier les deux, ce qui est déjà assez absurde car les extrêmes ne se valent pas. Mais admettons que le parti qui est en tête dans les sondages, c'est-à-dire le Rassemblement national, arrive au pouvoir. Et bien que M. Bardella ne veuille pas être ministre, il faudra à un moment donné que des mesures soient prises. En dépit de la normalisation qui peut exister au sein de ces partis qui arrivent au pouvoir, il en reste que certaines mesures, certains éléments pourront venir encore davantage cristalliser l'opinion publique, tendre encore davantage ce qui est déjà depuis longtemps très tendu, exacerbant les problèmes en apportant des solutions déjà toutes faites, simplistes, faisant preuve de populisme. On est ici en droit de se demander jusqu'à quel point cela pourrait être pire. Personnellement, j'ai tendance à penser que voter pour les extrêmes, si l'on part du principe que voter est la chose à faire, voter n'est pas toujours un choix, évidemment, en Belgique, dans certains autres pays que je ne pourrais nommer, le vote est obligatoire. Mais ce n'est pas le cas dans la majorité des pays où le ou la citoyenne a toujours, selon ce que l'on nous dit, du pouvoir entre les mains. Bon, déjà, j'aime pas beaucoup le mot pouvoir, qui a une connotation assez négative. Le pouvoir amène le contrôle, qui amène à l'asservissement, au narcissisme, la psychopathie, ce genre de choses. Tout ça pour dire que voter pour le moins pire, qui est à présent ce que l'on entend de plus en plus, lorsque les gens sont amenés à prendre la parole lors de bulletins de nouvelles ou que l'on parle directement en personne avec des individus qui, elles ou eux, votent, on entend de plus en plus que les votes ne se font pas par conviction, mais parce qu'il s'agit seulement de faire barrage à un parti ou un autre, en votant de facto pour le moins pire. Mais voter pour le moins pire, est-ce là la solution? Voter pour le pire ou la pire pourrait-il être une avenue? Voter pour la personne que l'on peut considérer être la pire, advenant le cas où celle-ci serait élue, cela pourrait venir questionner la population qui, face aux actes de cette personne élue, qui serait populiste ou peu importe, face à des actes extrêmes, des réactions extrêmes se déclenchent. Soit c'est l'asservissement total, soit c'est l'évolution ou la révolution, dans le sens où lorsqu'il y a du sang, l'on peut parler de révolution. L'évolution, elle est beaucoup plus douce. On peut ainsi voir que l'évolution est davantage souhaitable que la révolution. Révolution qui, elle, a une connotation sanguinaire, et bien qu'elle soit moins souhaitable peut-être, la révolution est déjà à nos portes. La révolution est là, le sang de nos frères et sœurs coule, des étudiants, étudiantes et des mouvements de solidarité d'un peu partout se lèvent pour protester contre l'ordre établi occidental, le statu quo.
Le statu quo qui veut que Israël soit financé à coups de milliards, tout autant que l'est l'Ukraine qui se bat contre le prétendu ours soviétique. Alors, comment démêler le vrai du faux? Cela devient de plus en plus difficile en ce XXIe siècle, 2024, où l'information, comme depuis plusieurs décennies, voire même près d'un siècle, car comme le notait Henri Bakhtikian, que citent Noam Chomsky et Edward Herman dans leur livre La fabrique du consentement, c'est que dès 1934 aux États-Unis, des droits d'information sont cédés à des industries privées, sont bradés même, car ces compagnies-là qui cherchent le profit, ayant cherché, comme c'est décrit dans le même livre que je viens de citer, ayant cherché donc à anéantir le peuple, à le faire taire, puisque le peuple dérange. En fait, dans cette évolution-là, qui est celle que peut-être, en tout cas, la subjectivité de cette évolution ne fait nul doute. Chacun aspire à un monde différent, mais l'on peut se rejoindre, toutefois, sur divers aspects de notre humanité convergent vers le même point. Nous voulons avoir accès au bonheur, nous voulons peut-être avoir un bout de terre où cultiver nos légumes avec notre famille, qu'elle soit hétéronormée ou non, cela n'est pas de mon ressort, mais du vôtre, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que très peu d'entre nous avons décidé du monde dans lequel nous vivons désormais. C'est malheureux, mais telle est une réalité. Une réalité qui veut que nous soyons dominés par une élite complètement apathique qui en a oublié qui elle est elle-même, en a oublié d'où elle vient et pourquoi elle agit de la sorte. En fait, cette élite que je décris, oligarque, n'est pas tout à fait étrangère à certains textes de l'Antiquité, sûrement, et même plus récents comme ceux de Milton Friedman ou Ayn Rand, qui ont prôné à leur époque, cette dernière, une forme de néolibéralisme qui, on va se le dire, est assez sauvage, mortifère, nuisant directement à la qualité de vie sur cette planète. Et c'est précisément là qu'on se dirige, parce que la viabilité de la planète que l'on habite à présent est mise à mal par une poignée d'individus qui pensent pouvoir tout faire au nom de la liberté du premier amendement aux États-Unis, ou que sais-je. Et puisque, par exemple, les États-Unis, entre 1751 et 2024, ont émis environ 30%, en étant très gentils, de toutes les émissions de gaz à effet de serre, avant le niveau donc pré-industriel, les États-Unis seraient donc imputables d'au moins 30% des conséquences. Pourtant, on le voit bien, ce sont les plus pauvres qui en pâtissent. Ce sont des îles qui sont englouties, où les personnes qui habitent là n'ont rien demandé, n'ont même pas émis un pourcentage de ces émissions-là que l'on nous dit qu'il faut à présent baisser à tout prix, en se jetant tête baissée vers des usines à batterie
pour des véhicules individuels avec des énergies renouvelables. Mais d'où vont venir tous ces matériaux? Depuis 1950 déjà, une date que j'eus déjà mentionnée, la croissance est devenue exponentielle. J'en parlais précédemment. La croissance, oui, mais quelle croissance? Je parle ici de la croissance de la demande en matériaux, qui est passée, ou du moins, telle que le veut la définition de la fonction exponentielle, c'est qu'elle double à intervalles réguliers. On s'en va peu à peu, comme je le disais, vers non plus une abondance des ressources et des biens matériels, mais une décroissance de ces outils-là, matériels, extractivistes. Alors, les portes de l'évolution là-dedans, eh bien, ce que je n'ai pas encore mentionné jusqu'à présent, c'est que ces fameuses étudiantes et étudiants qui, à ce jour, se lèvent en partie pour la Palestine, l'ont aussi fait dans les années 80 pour dénoncer l'apartheid en Afrique du Sud, l'ont fait dans les années 60 pour protester contre la guerre au Vietnam et autres. Nous en sommes à présent à une période charnière de l'histoire de l'humanité, mais pas que de l'humanité. Notre empreinte est rendue telle que c'est le sort du vivant qui est en jeu à présent. Et il faudrait peut-être, d'une certaine façon, être prétentieux pour penser que l'être humain peut éradiquer toute forme de vie ici-bas sur Terre. Et c'est bien vrai. Il perdurera minimalement des bactéries. Bactéries qui nous composent et qui finiront inévitablement, sûrement, si le temps est clément, cela permettra à la vie de perdurer. Il n'est donc pas vain de se lever contre ce système, puisque l'ont fait d'autres personnes par le passé, personnes qui parmi nous se retrouvent encore. Les années 80, ce n'était pas il y a si longtemps que cela, des personnes ayant vécu dans les années 80, ayant fait des campements pour protester contre l'apartheid en Afrique du Sud, sont toujours parmi nous aujourd'hui, sont présentes sur les lieux où se tient en ce moment l'évolution ainsi que la révolution. Et voilà. Le soi-disant pouvoir de l'élite qui nous domine n'est en fait qu'un château de sable, un château de cartes, où image-le comme tu le désires, toi qui m'écoutes. J'espère que tu n'auras pas trouvé cela ennuyeux. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser une petite marque me montrant que tu as apprécié. C'était Étienne pour le 2e pot cassé. Je vous dis à bientôt, à toi, à elle, eux, et à toute l'humanité que j'aime. À bientôt.